Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Is it okay with you? Photographe de plateaux de cinéma et de télévision, de Ad Vitam à Zorro, d'Astérix à OSS 117, de Je verrai toujours vos visages à 10%, à l'occasion de la 27e entrevue du podcast, la 3e de cette saison 3, l'Instant Pur Cinéma est heureux de recevoir Christophe Brachet. Hello, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super, merci de m'accorder de ton temps. Avec plaisir. Bien chargé en ce moment de ce que j'ai cru comprendre. Oui, parce que je restaure une maison à Lacanau-Océan. Je me suis lancé dans la création de contenu dans cette maison parce qu'on va essayer de la rénover d'une manière éco-responsable. Donc c'est tout nouveau pour moi. Je sors de ma zone de confort, je sors des plateaux de cinéma pendant 4 mois. 4-5 mois même. J'ai juste accepté un film, le prochain film de Guillaume Canet qui commence la semaine prochaine, le 24, lundi 24 février, qui se tourne entre l'Espagne et le sud de la France. Donc voilà, donc j'ai refusé pas mal de projets pour me consacrer à ça. C'est assez nouveau et c'est très très intéressant, excitant, passionnant parce que je rencontre entre guillemets des vraies compétences. Donc c'est ce qui change de moi. Souvent je filme des acteurs qui ont appris à faire des gestes précis en rentrant dans un rôle. Et là, je vais filmer, photographier les vrais gens. Donc ça change pas mal. Ouais. Eh bien écoute, pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Christophe, c'est quoi ton parcours? Comment est-ce qu'on devient photographe de plateau? Alors moi j'ai un parcours je pense un peu atypique, c'est-à-dire que moi je suis arrivé dans le métier déjà tard. J'ai commencé dans ma vie à faire d'autres métiers. Moi j'ai fait STAPS à Bordeaux-Talence, qui est une école, une université dans le sport. Après j'ai été prof de surf et prof de plongée en Martinique. Je suis parti vivre en Martinique pendant 10 ans et j'ai vécu de ma passion et je faisais beaucoup de photos là-bas, mais beaucoup de photos aquatiques. Et c'est quand j'ai décidé de quitter la Martinique parce que j'avais envie de vivre mon rêve un petit peu de cinéma. J'ai un ami à moi martiniquais qui m'a dit « Écoute, je peux te prêter un appart à Paris, rue Quincampoix, qui est très sympa. » J'ai dit bah écoute ouais, si j'ai pas de loyer à payer, pourquoi pas tenter ma chance. Et donc je suis arrivé vraiment comme ça à Paris en voulant faire du cinéma mais sans savoir trop. Au début je voulais être acteur, peut-être réalisateur, photographe. Beaucoup de gens me disaient que mes photos étaient bien, j'avais gagné un concours de photos mais c'était un concours de photos sous-marines, donc rien à voir avec le cinéma. Et ce qui a fait que j'arrive à Paris, je fais une école d'acteur. Je suis repéré par Dominique Besnéard au bout d'un an aux auditions de fin d'année de cette école. C'était l'école en question, c'était le laboratoire de l'acteur. Et bien évidemment, il me laisse ma chance sur un casting qui ne se passe pas comme prévu, qui se passe plutôt mal même. Et à la fin de ce casting, je lui dis je suis désolé, j'ai pas réussi vraiment le casting, mais peut-être que sur ce film qu'il produisait, je peux faire des photos. Et là, il me dit mais tu as déjà fait des photos sur un plateau de cinéma? Je fais non. Mais avant, je photographiais des requins. Ça doit pas être plus difficile de photographier des acteurs. Il me dit, Ouais. celle-ci, on me l'avait jamais faite. Donc, il m'a laissé ma chance. Donc, le jour où le photographe pro ne venait pas, j'y allais. C'était un film avec Jean-Pierre Bacri et Vincent Rottier, Avant l'aube. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes photos ont énormément plu à Jean-Pierre Bacri, qui a parlé de moi ensuite à d'autres acteurs. Donc, voilà comment je suis arrivé à ce métier, on va dire, par
par une voie qui n'est pas commune, je pense, mais quand même par quelque chose qui est, je pense, très important, c'est-à-dire la motivation, l'envie, le fait de monter à Paris quand même, qui est quand même un facteur important. C'est là où se passe beaucoup de choses, et de provoquer une chance, en quelque sorte. Donc Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, OSS 117, Zorro, la série de France Télévisions avec Jean Dujardin. Comment tu atterris sur tous ces projets ? Alors la plupart des projets sur lesquels je vais être, c'est souvent les acteurs ou les metteurs en scène qui m'appellent, d'abord. C'est les producteurs qui m'emploient, qui me salarient, mais c'est souvent eux qui m'appellent parce que c'est forcément eux que je vais photographier et ils attachent une grande importance, les acteurs et les réalisateurs, à leur image. Les producteurs aussi peuvent employer des photographes d'eux-mêmes parce que c'est important pour eux, mais on va dire que les acteurs, ils sont quand même assez regardants et ils ont totalement raison puisque c'est, entre guillemets, leur gagne-pain, hein, on va pas se mentir. Leur image est quelque chose d'important et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un acteur ou une actrice va travailler avec un texte, un acteur ou une actrice avec qui ils vont jouer en 24 images secondes avec un metteur en scène qui les met en scène. Forcément, l'image arrêtée, c'est pas quelque chose pour lequel ils sont faits de base et employés de base. Donc, forcément, qu'il y ait un stress, ça peut se comprendre, ça peut paraître assez logique. Et donc, l'idée, c'est de faire confiance à des personnes. Et quand on a la confiance en général des acteurs, on continue à travailler avec eux, sachant qu'il faut savoir qu'en France, on est à peu près une vingtaine à faire ce métier-là. Ouais, c'est peu. Donc on est très très peu à faire ce métier parce que quand les acteurs ont confiance en une personne, forcément ils la gardent en général. Ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai que moi, les gens qui me font venir, en tout cas, ce sont ces gens-là. Justement, en fait, en plus de ça, ça permet aussi de peut-être rassurer les producteurs et les acteurs et les réalisateurs pour éviter toutes les photos volées. On voit beaucoup de photos de tournage, de paparazzi, etc. qui tombent. Là, au moins, en prenant des photos vraiment sur le tournage, des vraies photos avec un photographe de plateau, tu t'assures, tu as vraiment la photo parfaite et les meilleurs angles, etc. pour mettre en valeur et la série et les personnes, quoi. Oui, il y a une histoire de confiance qui est importante parce que même, je peux prendre l'exemple de Marilyn Monroe qui est assez connue où il y a eu des photos qui sont sorties alors qu'elle ne les avait pas validées. Donc ça, déjà, ça c'est une chose très importante de respecter les souhaits des actrices et des acteurs. Et deuxièmement, quand on tourne, là, je vais commencer le tournage la semaine prochaine de Guillaume Canet, il faut qu'il n'y ait aucune photo qui fuite pendant 1 an. Donc forcément, c'est quelque chose, sur mes disques durs, j'ai des photos, quand tu as parlé de l'Empire du Milieu, c'était très attendu, le Astérix et Obélix, mais pendant plus d'1 an, il y a des photos qui ne doivent pas être divulguées. Donc il faut aussi avoir confiance aux gens avec qui on travaille. Donc ça, c'est une partie qui est très importante de mon métier, oui. Tu es donc, on l'a compris, photographe de plateau. Et quelle est ta plus-value sur un plateau ? Pourquoi est-ce qu'on n'engagerait pas un autre photographe que toi pour venir sur les tournages ? Alors c'est quand même un métier très spécialisé, mais comme tous les métiers de la photographie finalement, et comme beaucoup de métiers qui se spécialisent petit à petit, on peut parler d'autres métiers du cinéma, on peut avoir un coiffeur, une maquilleuse, il y a des coiffeurs et des maquilleurs qui vont travailler par exemple pour du mariage ou autre. Quand on travaille dans le cinéma, on se spécialise, c'est-à-dire qu'il va y avoir un savoir-faire qui va être lié au cinéma, qui va être lié au fait de savoir lire un scénario, de savoir écouter des acteurs et des actrices, et surtout, ce qui va être hyper important, c'est de travailler, en tout cas pour mon métier à moi de photographe plateau, d'une certaine manière. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne travaille que en silence, je ne travaille pendant les prises. Une fois que j'ai lu le scénario et que j'assiste à ces séquences qui vont être tournées devant moi, il faut que je réfléchisse effectivement à qu'est-ce qui va être intéressant en image arrêtée, alors que tout est conçu en 24 images secondes. Donc, c'est une vraie façon de travailler, c'est un vrai savoir-faire qui va différencier, qui va être totalement différent d'un photographe culinaire ou d'un photographe qui va faire du corporate. Donc, l'art de diriger des acteurs aussi quand on va leur demander de poser pour une affiche ou pour une photo tout simplement posée. Donc, c'est une spécificité quand même technique différente qui s'acquiert avec le temps, bien évidemment. Et une chose tout bête, un producteur, quand il prend un photographe, il ne va pas prendre un photographe souvent qui n'a pas fait déjà du cinéma parce qu'il va se dire est-ce qu'il va savoir faire, se placer sur le plateau, ne pas déranger la technique, ne pas faire tomber un projecteur, ne pas être dans le regard d'un acteur si cet acteur ne veut pas qu'on soit dans son regard. Bref, c'est plein de choses comme ça qui fait qu'effectivement, on est aussi assez peu nombreux parce qu'il faut avoir quand même un peu d'expérience. Mais ça n'empêche pas des nouveaux qui peuvent arriver, hein. Moi, je suis le parfait exemple de quelqu'un qui arrive à 32, 33 ans à Paris, qui n'a aucune expérience et qui a commencé à travailler. Mais j'avais quand même une expérience dans un milieu qui ressemble à celui du cinéma, finalement, la photo aquatique, puisque pour photographier justement un requin, il faut avoir la même technique que sur un plateau de cinéma, c'est-à-dire qu'il faut avoir la même discrétion pour arriver à avoir ce que l'on veut.
Donc moi, je pense que j'avais ce bagage-là déjà en moi. Et puis toi, du coup, tu bosses donc avec les acteurs, avec les réalisateurs, mais est-ce que tu as justement accès, je sais pas, au côté technique, et est-ce que tu discutes beaucoup, je sais pas moi, avec le directeur de la photo, etc., pour parler de la lumière, des éclairages, etc., comment te positionner, où te positionner, etc. Oui, ça. Alors déjà, le cinéma, c'est un vrai travail d'équipe, hein, premièrement. Tout le monde travaille ensemble. On va dire peut-être que mon poste est un des postes où je suis le moins en contact quand même avec le reste parce que j'ai mon autonomie totale. Mais c'est quand même à moi d'aller quand même discuter avec notamment la personne la plus importante. Ça va effectivement être le réalisateur et l'acteur. Et après, je dirais le chef opérateur, effectivement, le directeur de la photographie, pour discuter avec lui des luttes qu'il va utiliser, de sa lumière. Sachant que des fois, sa lumière, je peux aussi, moi, la travailler d'une manière différente parce que quand ça va être, par exemple, très, très sombre, moi, en photo, c'est pas des choses qui vont rendre quelque chose de bien parce que du coup, pour l'impression dans un magazine, bah, ça ne ressortira pas forcément. Donc, moi, je vais me permettre d'être un peu plus lumineux que lui, par exemple. Donc, tout ça est une discussion. Tout ça est après une discussion avec le distributeur, le réalisateur et les actrices et les acteurs pour sortir des photos qui correspondent au film dans tous les cas de toute façon. Mais je dois quand même coopérer avec tout le monde, exister avec tout le monde parce que c'est vraiment un travail où on est tous ensemble sur le plateau et on bouge tous ensemble. Quand je vais bouger avec un steadicammer en même temps que lui, forcément, il faut que j'ai une bonne relation avec lui, il faut qu'il me fasse confiance. Quand je vais être à côté d'un pointeur, par exemple, je travaille de temps en temps avec Guillaume Schiffman, son pointeur Guillaume, il travaille encore, souvent il pointe à la caméra, donc ça veut dire que je suis très proche de lui, donc il faut une bonne relation avec lui. Donc c'est tous ces petits détails qui sont hyper importants. Le relationnel est très important. Bien sûr. Ton dernier projet photo, c'est Ad Vitam, donc aux côtés de Guillaume Canet, en pleine immersion au GIGN, un film fort, puissant et impactant. J'imagine que ça devait être un super moment de vivre ce tournage-là. Et comment s'est passé justement ton immersion? Ce qui était intéressant dans ce film, comme d'ailleurs dans beaucoup de films, c'est qu'on s'immerge dans des milieux. Et là, on s'est immergé avec les vrais gens du GIGN. C'est-à-dire qu'on a été coaché. Guillaume a été coaché, a suivi un gros entraînement. De toute façon, ça se voit à l'image. Il a pris en musculation. Et de les suivre et d'avoir ces gens-là, c'est une chance parce qu'on est beaucoup plus précis dans ce que l'on va proposer et on est vraiment très réaliste. Et je pense qu'aussi, ça c'est une réussite de ce film-là, c'est d'avoir beaucoup travaillé. Le réalisateur, Rodolphe Loga, a beaucoup travaillé, Guillaume Canet et les autres acteurs ont beaucoup travaillé, et ça se ressent à l'image en fait. De la même photo que Tom Cruise travaille énormément quand il fait des films d'action. Donc la clé de la réussite de toute façon, c'est le travail. Et quand on est entouré des bonnes personnes et qui ont cette précision-là, forcément, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Dans l'actualité, j'ai aussi participé à Mercato, le film de Jamel Debbouze qui est sorti là, et la saison 2 de Bref. Et pareil, dans tous ces projets, à chaque fois, il y a une implication totale. C'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est que les gens, on ne se rend pas compte, et des fois, quand je lis certaines critiques, je trouve que les gens sont un peu durs parce qu'on peut ne pas aimer. Sur ça, il n'y a pas de débat, en fait. On aime, on n'aime pas, on aime ou on n'aime pas un éclair au chocolat, mais on ne va pas aller parler d'une certaine manière au boulanger parce qu'on a conscience que c'est difficile, qu'il se lève tous les jours à 4h du matin, 3h du matin pour aller travailler en fait. Donc voilà, et même si on a payé sa place de cinéma et si on a payé son pain en chocolat ou sa chocolatine, selon comment on prononce et selon de quelle région où on vient. Mais en tout cas, moi, si je n'aime pas une chocolatine que j'ai achetée, je ne vais pas être d'une violence comme ce que je peux voir. Il faut penser au respect quand même des gens qui travaillent. Et un film, c'est souvent 3, 4. J'ai lu dernièrement une personne qui a passé 7 ans sur son film. Donc c'est beaucoup de travail. Et c'est une formidable aventure de 40 ou 100 personnes qui partent sur Astérix. On était très nombreux par exemple. Mais je trouve que c'est une très belle aventure en tout cas. Bien sûr, complètement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, encore une fois, généralement, toutes ces critiques qui sortent, c'est quelqu'un qui va passer 1h30, 2 heures devant un film et qui va détruire le travail de centaines de personnes qui ont passé plusieurs années de leur vie, plusieurs mois de leur vie, en 4 lignes ou en 5 lignes, sans remettre en perspective tout ce qui a pu se faire, quoi. Et également tous les problèmes qu'il peut y avoir également sur les tournages, tout ce qui a été résolu pour en arriver au résultat final, quoi. Oui, pour moi l'exemple parfait c'est Astérix Obélix. Je trouve que ça a été très injuste ce qui s'est passé autour de ce film parce que moi j'ai trouvé que ce film il méritait pas ces critiques déjà premièrement, et deuxièmement dans ce qui s'est passé sur ce film, je pense qu'il y a eu aussi peut-être les gens n'ont pas forcément compris, c'était quand même
Guillaume avait essayé de coller vraiment parfaitement à la BD, et je pense qu'il s'est beaucoup plus adressé à un public jeune. Et quand on regarde un petit peu tout ce qui se dit sur ce film, tout le jeune public adore le film. Et effectivement, on a voulu le comparer à Chabat. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça quand même... C'est quelque chose d'un peu facile, mais c'est un peu comme quand on compare ses ex, quoi. C'est facile, c'est pas super sympa déjà, premièrement. Ça se fait pas trop, je trouve. Et c'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même approche. Il a pas du tout eu la même approche que Chabat. Donc ça ne sert à rien de le comparer à Chabat. Pour moi, c'était pas la même chose. On peut ne pas aimer, ok. Sur ça, il n'y a pas de débat. Mais je pense que les gens n'ont pas compris forcément à qui ça s'adressait. Et le jeune public, en tout cas, pour lui, c'est quelque chose qui est réussi. Et puis, c'était une formidable aussi aventure. Et je pense qu'on n'a pas assez parlé. Et ça, j'en veux un peu peut-être à notre profession. Je pense qu'il n'y a pas eu assez d'images qui ont circulé du savoir-faire de ce film. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de photos backstage. Il n'y a quasiment aucune photo backstage qui est sortie, alors qu'à la déco, au costume, au maquillage, à la coiffure, à tous les postes, en fait, il y avait un savoir-faire qui était incroyable. À la cascade, bref, tous les postes étaient incroyables et on n'en a quasiment pas parlé, très peu, en photo et en vidéo, alors qu'il y avait de la matière. Mais c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de sabotage, il y a eu une peur dès les premières critiques, et je pense que c'est bien dommage, on aurait pu venir d'une autre manière, en tout cas, en parler, je pense. On va pouvoir passer à la seconde partie, place à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je t'en posais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Quel film te ramène directement en enfance? Le Grand Bleu. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? Mon 10 sur 10, c'est Gilbert Grape. Ok. Un film avec Johnny Depp et DiCaprio. J'aurais pu dire Le Grand Bleu encore une fois, hein, parce que je pense que pour moi, les deux sont à égalité. Et Gilbert Grape amène quelque chose qui est tellement touchant et qui, moi, me touche peut-être un peu plus parce que j'étais un enfant aussi différent quand j'étais jeune. Pas mal moqué, donc c'est un film qui m'a profondément touché. Je trouve que dans la mise en scène, dans le jeu d'acteur, quand j'ai voulu moi être acteur, c'était vraiment un exemple. Une affiche qui t'aurait marqué? Une affiche de Luc Roux avec Gérard Depardieu sous le soleil de Satan, où Gérard Depardieu est dans un parloir et on discerne à peine Gérard Depardieu, et je trouve que c'est une affiche qui est juste magnifique, qu'on ne peut plus trop faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on voit les acteurs vraiment pleinement sur l'affiche pour comprendre qu'il y ait Guillaume Canet, Jean Dujardin, Mélanie Laurent. Et c'est bien dommage, moi je rêve de faire une affiche en ombre chinoise, mais je ne désespère pas. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film? Alors moi, je pleure très très facilement. Et un des films sur lesquels j'ai travaillé, je pense que c'est Je verrai toujours Jeanne Herry. Le film de Jeanne Herry, merveilleux, qui est un film merveilleux pour moi, et j'ai beaucoup pleuré déjà sur le plateau en faisant mes photos, okay. Et j'ai beaucoup pleuré après en voyant le film, forcément. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? Le sport. J'ai réussi à aller jusqu'au bac scientifique, option maths, mais ça a été compliqué et difficile, et après j'ai fait STAPS, pareil, ça a été très compliqué et difficile l'université, donc c'était le sport, très clairement. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était Mon quoi? dernier repas, alors si je suis vraiment ce midi, c'était les restes de hier, et donc c'était un petit peu de pâtes, un petit peu de brocoli, un petit peu de lentilles et du jambon. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Les pieds de porc, tous ces genres de choses-là, je suis pas hyper fan. Plutôt thé, café ou chocolat? Chocolat. Malheureusement, je suis totalement accro. Enfin, malheureusement, c'est bien, mais alors je me drogue pas, je bois pas, je fume pas. J'aime pas l'alcool, j'aime pas la cigarette. Mais le chocolat, c'est une drogue. Je pense que j'ai du mal à m'en défaire. J'essaye d'arrêter, mais c'est compliqué. Ça se comprend, ça se comprend. On peut pas être parfait. Voilà, il faut bien avoir des vices un peu, et moi c'est le chocolat. Exactement. Les gens ils m'offrent une bouteille de vin, je fais c'est gentil, mais ouais. Moi, j'aurais préféré du chocolat. Petit déjeuner sucré ou salé? Alors j'essaye salé, parce que j'étais très sucré pendant très longtemps, et là j'essaye de plus en plus salé. Donc des œufs, du fromage et peut-être même les restes de la veille. La dernière, l'iconique question, ton plat préféré? Je crois que ce sont les lasagnes, je dirais, et le hachis parmentier.
Parfait. Je ne pourrais pas dire mieux. Tu prêches un convaincu. Sans trop hésiter, c'est ça, ouais. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie. Place à la partie 3, c'est l'heure de l'instant rewind. Ma grange, putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Oh! 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 C'est donc la grosse évolution de la saison. Je t'ai demandé pendant la préparation de cette entrevue des films qui t'ont marqué ou qui ont marqué ta carrière. Je vais te laisser écouter le premier extrait que tu as reçu et m'expliquer en quoi ce film a été marquant. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Donc je viens d'écouter effectivement cet extrait qui est très intéressant. C'est Je verrai toujours vos visages de Jeanne-Éric, un film qui est, je trouve, très important, que les gens doivent regarder. J'adore le cinéma de Jeanne-Éric déjà, premièrement. C'est une femme que j'aime beaucoup. On a travaillé plusieurs fois ensemble. C'est une femme d'une grande sensibilité. J'adore l'énergie qu'elle met sur un plateau de cinéma aussi. Elle est très respectueuse de tout le monde. Et à chaque fois, ses films sont d'une grande sensibilité, d'une grande justesse. C'est une grande metteur en scène. Et j'ai trouvé que ce film était vraiment extrêmement fort, en tout cas. Je te laisse écouter le second extrait. Le président Bamba vous recevra à 16h. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. C'est OSS 117, incroyable film. Moi, j'adore travailler avec Jean Dujardin parce que c'est un acteur qui est quand même extrêmement travailleur sur le plateau, qui est tout le temps à la recherche. Alors là, combiné à Pierre Ninet, qui est un peu le même style d'acteur, qui, pareil, tout le temps essayer de chercher la justesse. C'était un vrai plaisir. Et puis Nicolas Bedos à la mise en scène, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est extrêmement talentueux et doué. J'ai fait plein de films avec lui, aussi bien en tant qu'acteur que metteur en scène. Donc le tout combiné, pareil, on peut ne pas aimer ce film, hein, bien évidemment. Moi je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Et puis surtout, ce OSS, il est quand même à baffer à chaque fois. Donc j'adore ce genre de personnage. Et Jean sait très 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 bien le faire. Parfait, je te laisse écouter le troisième extrait. Ça vous intéresse une promotion? Non, enfin, je veux dire, c'est très gentil, mais enfin, moi, je veux pas travailler ici. Je veux pas être agent, je travaille ici à mi-temps parce que je suis comédienne en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais je pense que vous avez dû zapper. Et d'ailleurs, j'en profite justement parce que je suis en spectacle en ce moment. Ben moi, ça m'intéresse. C'est Porte des Lilas. Non, merci. J'adore. C'est la série 10% avec un extrait avec Stéphie Selma. C'est quelque chose qui est important dans ma carrière parce que ça fait 15 ans maintenant que je fais du cinéma et 10% ça représente 4 saisons étalées sur presque 8 ans. C'est devenu une petite colonie de vacances, on se retrouvait à chaque fois pour une saison. Ces acteurs effectivement qu'on connaissait pas forcément beaucoup avant sont devenus de vraies stars et vedettes parce qu'ils sont très talentueux tous et toutes. Là l'extrait c'était Stéphie Selma qui est une personne incroyable. Stéphie comme tous et toutes dans cette petite troupe. Il y a un long métrage qui est en préparation. Je ne sais pas quand est-ce qu'il verra le jour, mais en tout cas, ça a été écrit par Fanny Herrero, la scénariste des 3 premières saisons. Donc voilà, donc c'est une série qui est hyper importante, qui a cartonné, aussi bien en France qu'ailleurs d'ailleurs. Et puis c'est normal parce que c'était très bien fait, très bien réalisé. Que ce soit Antoine Garceau, Clapiche, Laurent Tirard, bref, j'en passe, et des meilleurs, mais ils ont tous amené une touche que je trouve hyper intéressante. Quatrième extrait que je te laisse écouter. Vous vouliez me voir? Oui, t'as 2 minutes. Tu veux boire quelque chose? J'ai du travail. Ouais, il y a la même chose. Alors comme ça, tu l'as vu, Cassani? Bah oui, il nous a demandé son chemin. Qu'est-ce que tu vas faire après ton stage? Je sais pas. T'as pas trouvé autre chose, ton éducateur? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'adore et c'est beaucoup d'émotions de réécouter. J'ai pas revu ce film depuis longtemps, Avant l'Aube, avec Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier. En plus, l'extrait, c'est ces 2 acteurs que je vénère totalement. Ces 2 acteurs, ces 2 grands acteurs. Jean-Pierre a été quelqu'un d'important dans ma vie parce qu'il m'a aidé, il m'a soutenu. C'était mon premier film quand même.
Et c'était quelqu'un de comme ça, de toute façon, très humain, très dans le partage. Et qu'est-ce que j'ai pu rigoler en plus avec lui, c'était quelque chose d'incroyable. Et Vincent Rottier qui lui fait face, qui est pareil, qui est un grand acteur qu'on voit pas assez à mon goût, qui est un acteur génialissime. Il faut imaginer que quand j'ai photographié ces deux personnes, de suite dans mon viseur, j'ai eu ces visages, j'ai eu ces expressions, j'ai eu leur intensité. Enfin, Vincent Rottier, vous le photographiez, vous vous dites « waouh ». Quand on ne dit pas action moteur, vous discutez avec lui, tout va très bien, quelqu'un de très très normal. Et dès que vous dites action, c'est vraiment un acteur comme ça qui m'a marqué. Je l'ai retrouvé sur Mercato qui sort au cinéma, donc qui est sorti au cinéma cette semaine. Et allez le voir, cet acteur, allez voir ce film, allez voir Jamel et tous les autres acteurs aussi. Hein. Mais vraiment, il y a une profondeur chez cet acteur qui est quand même assez folle. Je te laisse enchaîner donc avec le tout dernier extrait. Je t'adore, Victor, mais le jour où tu bosseras... Pourquoi vous dites qu'il travaille pas? Non, mais on parle d'un vrai travail. Arrêtez de l'embêter, il n'y a pas que Victor ici qui travaille pas dans les affaires. Sophie non plus, elle travaille pas. Oui, mais enfin, Sophie, c'est différent. Pourquoi? Déjà, c'est une femme. Hein? Et alors? Elle est féministe? Je sais pas. Elle a un prénom, bien que ce soit une femme. Je vous ai blessé. Ah non, rassurez-vous, pas du tout, il m'en faut beaucoup plus. Arrête de boire, s'il te plaît, chérie. Enfant. Elle picole en plus? Moins que votre épouse. Mais enfin, mon épouse, c'est différent, elle est alcoolique. En tout cas, madame, bravo pour la dinde, elle est délicieuse. Ben, vous direz ça, Philomène, elle est dans la cuisine. Ah, vous la laissez dans la cuisine un soir de Noël? Oui, pourquoi? Ça vous pose un problème? Non, j'avais cru. Papa, s'il te plaît. Un extrait de Monsieur et Madame Adelman. Pareil, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Monsieur et Madame Adelman, premier film de Nicolas Bedos. Nicolas Bedos n'a jamais réalisé. Si on recontextualise un petit peu le propos, il s'attaque à une histoire d'amour sur 60 ans avec des transformations physiques, avec des prothèses. C'est très, 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 très compliqué et casse-gueule. Et il le fait magnifiquement bien. Il le fait avec beaucoup de délicatesse, un grand art. Et pour moi, c'est un film qui est hyper important et qui est très juste, que les gens doivent regarder parce que c'est un très, très beau film. Et je trouve qu'il a su capter plein de choses. Et voilà, et pour quelqu'un qui n'a jamais réalisé, franchement, c'est là où on voit son talent. Et voilà, j'ai beaucoup collaboré avec lui. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Moi, je ne suis pas là pour parler de l'à côté, de la vie d'à côté, des procès, des choses. Je ne suis pas juge, donc c'est pas moi à juger ça. Moi, je constate que ce que j'ai vu sur les plateaux et ce que j'ai pu faire avec lui, c'est vraiment quelqu'un qui a un grand talent, et on le voit avec de toute façon tout ce qu'il a pu faire et réaliser. Et Monsieur et Madame Adelman, en plus, avec tous les acteurs qui jouent dedans, Doria Tilly entre autres, sont tous génialissimes, quoi, vraiment. Et moi, en tant que photographe, ce qui était génial, c'est qu'il a fait appel à un super chef opérateur, Nicolas Bolduc, qui est nominé d'ailleurs cette année, je crois, pour les Césars, pour le Comte de Monte Cristo, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà, et travailler avec des grands chefs opérateurs. J'ai eu la chance de travailler avec plein de chefs opérateurs, que ce soit Christophe Offenstein, Guillaume Schiffman, bref, plein de gens très talentueux. Mais forcément, ça vous met dans un fauteuil un peu confortable. C'est-à-dire que vous travaillez avec des gens qui travaillent la lumière très bien. Même si moi, ça peut m'arriver des fois de faire des choses posées dans une autre lumière. Mais en tout cas, c'est hyper excitant de travailler avec des gens comme ça parce que vous apprenez aussi beaucoup de choses à leur côté, quoi, forcément. Parfait, on va pouvoir avancer à la 4e partie. C'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu, je n'ai absolument aucun mérite puisque j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focult et le jeu est super simple, les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent des films. Le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Ok, allez. Pour t'aider, on y va par ordre chronologique de sortie des films. Le vrai problème c'est que ce film ne parvient jamais à sortir de l'anecdotique. La faute en incombe à l'équipe entière des producteurs, aux acteurs qui a tout fait pour n'évoquer les conditions de l'occupation que sous l'angle comico-baguette de pain. Oh là là, c'est dur. Ouais, un vieux film de 1966. Ouais, ça c'est un vieux film, ouais, c'est ce que j'allais me dire. C'est pas un film avec Bourvil. Si. Et ouais, c'est ça. Et oh là là, j'ai plus le titre en tête.
Avec De Funès. Avec De Funès, ouais, c'est ça, c'est Bourvil et De Funès. C'est pas La Grande Vadrouille. Si. Si, c'est La Grande Vadrouille, ouais, de 60. Ouais, La Grande Vadrouille. Ouais, waouh. Après, ouais, c'est quand même dur d'écrire ça. Après, on peut ne pas aimer, encore une fois, hein, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, mais là, ouais, c'est un peu dur. On y va pour la deuxième, un point, l'honneur est sauf. C'est bien fait, à vouloir se moquer du chien, on en vient à avoir pitié de l'homme. Ah oui, c'est le film de Chabat, Didier. C'est ça, Didier de 97. Alors que c'est un film super, moi je trouve Didier, j'adore ce film. Enfin, moi j'adore Chabat, mais c'est un super film. Oui. Ouais. Et en plus, je trouve que dans ses critiques, en plus, à chaque fois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que c'est pas très constructif en fait, quoi. Vous voyez, c'est vraiment méchant en fait. Et c'est comme si on se moquait d'une personne qui bégaye, qui serait trop grosse, qui serait trop grande. En fait, c'est méchant, en fait, ça n'apporte rien. Et moi, j'ai vécu le bégaiement jeune, donc je sais ce que c'est, quoi. Ça n'apporte rien. Apporte-moi des solutions. Ça t'agace que je bégaye, ça t'agace que j'arrive pas à te parler. Bah, apporte-moi des solutions, en fait, tu vois. Mais voilà, là, c'est purement méchant, quoi. La critique de Didier, franchement, c'est... Bon, bref. On y va avec la dernière, 2 sur 2, un film un petit peu plus récent, quoiqu'il a maintenant une petite dizaine d'années. Un lancer de nains dans l'open space, on peut difficilement aller plus loin dans l'abjection et l'obscénité. Aïe. Film de 2013. Un lancer de nains dans un film, c'est pas Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, c'est un film américain, un film de Martin Scorsese. Ah, un film américain. C'est une bonne question. Ah ben je sais pas. Comme ça c'est un film qu'il va falloir que j'aille voir. C'était Le Loup de Wall Street. Ah, Le Loup de Wall Street. Alors je l'ai vu, je me rappelle même pas de cette séquence. Pour tout te dire, film. Moi non plus, je me rappelle absolument pas de cette séquence. Ah ouais, ok. Alors ça m'a pas marqué, moi, pas autant que cette personne-là, du coup. Mais ouais, alors du coup, pareil. Encore une fois, on voit, c'est une critique qui est très. Ça veut dire qu'on peut plus rien filmer, quoi. Je veux dire, parce que des fois aussi, le cinéma, il est là pour dénoncer aussi. Hein. Donc ça dépend comment l'œil que l'on va le voir. Surtout que Martin Scorsese, je pense pas qu'il soit là pour avoir ce genre d'humour-là qui est un peu décrit à travers cette critique. Mais bon. Je pense qu'il a assez de subtilité, Martin Scorsese, pour être beaucoup plus haut que ce que la personne disait, quoi. Eh bien écoute, 2 sur 3, bien joué à toi. Il est déjà l'heure de se quitter, on va passer à l'ultime partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci. Faut écouter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 2025, que ce chantier de maison soit heureux. Il le sera, je pense, que ça amène quelque chose de totalement nouveau. En tout cas, pour moi, je me lance dans quelque chose qui est totalement nouveau. Et j'ai envie de montrer au grand public des choses hyper intéressantes. Là, par exemple, ce matin, j'ai passé un coup de fil avec quelqu'un qui a une scierie mobile et qui vient chez vous, vu qu'on va devoir couper quelques arbres, qui va couper les arbres qui sont sur le terrain pour pouvoir réutiliser le bois. Donc on est vraiment dans un circuit ultra court. Donc là, ce qu'on peut me souhaiter pour 2025, c'est de raconter de belles histoires, de mettre en valeur des artisans qui, pour moi, ne sont pas assez mis en valeur. Tout type d'artisans. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le mot artisan, il y a le mot art. Ça commence par le mot art. Donc je pense que ces gens-là ont vraiment de l'art dans les mains, la plupart du temps. Que ce soit l'art de la bouche, dans plein de milieux très différents. En fait, les gens ont vraiment un savoir-faire que je vais mettre au goût du jour. Je vais un peu moins tourner en 2025 parce que je me consacre beaucoup à ça. Donc j'ai le film de Guillaume Canet. Je ne sais pas si j'aurai les autres projets encore que j'aurai, mais continuer sur cette lancée avec de beaux projets, avec de belles rencontres, et essayer aussi un peu de changer ce système. Si je prends un exemple très concret sur ce qui se passe cette semaine, je trouve que par exemple Mercato, qui est sorti aujourd'hui, on a vu que beaucoup trop peu d'images de ce film, photos en tout cas, en termes de photos. Et je pense qu'aujourd'hui dans le cinéma, on pourrait largement améliorer les photos que l'on montre au grand public. Beaucoup plus de photos backstage, ne pas hésiter à montrer l'envers du décor. J'aimerais que les making-of vidéo aussi reviennent sur le devant de la scène parce qu'on est en train de rater quelque chose avec ces métiers qui sont en train de disparaître. Donc je pense que le cinéma a besoin d'un renouveau, a besoin que des métiers changent. Ce qui est intéressant dans la photographie, qui était un métier assez vieillissant, on ne va pas se mentir, je trouve qu'il y a des jeunes qui arrivent qui sont assez talentueux, donc il faut savoir les écouter, leur ouvrir les portes, parce qu'ils savent ce qu'il va falloir pour mettre sur TikTok, sur Instagram ou autre. Donc il y a encore du travail, et ce travail il passera par de l'écoute. Moi je sais que souvent on m'a mis dans des mauvaises cases, Christophe Brachet, parce que je lutte.
En fait, je ne suis pas là pour embêter les gens, les producteurs ou les distributeurs ou des agences de créa. Non, je suis vraiment là pour être dans un dialogue et une discussion. Et la dernière en date, c'était avec Disney, où on a trouvé des terrains d'entente avec Silencio. Et je trouve qu'on avance, on discute, on est à l'écoute et on ne sauvera ce métier que si aussi on le rémunère. Et là, aujourd'hui, il y a des vraies questions sur la rémunération. Moi, je donne souvent l'exemple du mariage. Vous n'allez pas payer un photographe de mariage 400 € la journée ou 500 € la journée pour une prestation. Ce ne sont pas les prix, en tout cas. Et si on veut de bons photographes, c'est comme quand on va chercher de bons acteurs ou qu'on va chercher de bons metteurs en scène, eh bien, il faut les payer. Ou un bon électro, un bon machino, il faut les payer, en fait. Et donc, c'est souvent du bon sens. Quand on veut une bonne chocolatine, il faut la payer. Bref. C'est ce que j'allais dire. Si tu veux une bonne baguette chez ton boulanger, aujourd'hui les matières premières elles coûtent cher. Donc oui, la baguette elle est montée à 1,30, 1,40, c'est cher. Mais si tu veux manger du bon pain fait par un vrai artisan, voilà. C'est exactement ça. Et moi, des fois, j'ai des gens qui vont venir vers moi me dire oui, est-ce que tu peux faire un effort? Est-ce qu'on peut, en m'annonçant des prix qui sont en dessous de ce qui se fait habituellement, quoi. Donc je veux dire, à un moment donné, moi souvent je donne l'exemple, si tu as ce budget-là, au lieu de venir 5 jours, je vais ne venir que 3 jours en fait. C'est le même principe que quand tu vas justement chez ton boulanger en fait. Quand tu arrives avec 1,50 €, tu peux pas avoir une baguette et une chocolatine. C'est pas possible. Voilà. Donc tu repars qu'avec une baguette. Il faut aller travailler un peu plus ou mettre un peu plus d'argent pour avoir une chocolatine. Voilà, donc revenir à beaucoup plus de bon sens et surtout être à l'écoute les uns les autres et dans un dialogue. Moi je crois beaucoup à ça. Je suis là pour... De toute façon, on va pas se mentir, c'est pas moi qui va faire couler le film. C'est pas le photographe plateau qui va faire couler le budget du film et qui va faire qu'on va couler une boîte. On va redescendre un petit peu, on va essayer d'être sur quelque chose de normal en fait, voilà. Mais voilà, donc être à l'écoute. Et puis j'aimerais que ce métier soit, comme beaucoup d'autres métiers, valorisé. Et aujourd'hui, la photo, on s'en fout un petit peu, quoi. Donc, pas tout le monde, mais certains, effectivement, n'y attachent pas une grande importance. Donc, y attacher une grande importance, avoir du matériel de qualité pour faire de belles affiches de cinéma, pour avoir de belles photos en exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est ça, complètement. Puis, moi, quand je vois la photo, juste ce que ça peut m'apporter, tu vois, en termes d'excitation pour un film. Genre là, tout juste, je crois, hier, on a la première image du prochain film de Christopher Nolan qui a été publié. Et juste ça, j'ai déjà une hype exceptionnelle pour le film et de voir la première vraie image parce qu'on avait vu des photos volées un petit peu de décors qui étaient en construction, etc. On savait pas trop où ça allait. Là, on a une image, une photo, elle est magnifique et c'est beau, quoi. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le cinéma français, on ne le fait pas. C'est-à-dire que quand on tourne un film, c'est un très, très, très grand secret la plupart du temps et on veut garder le maximum ce secret. Alors des fois, ça peut être intéressant. Ce qui s'est passé pour Bref 2, que je trouve plutôt intéressant. Effectivement, ils ont été plutôt intelligents dans leur communication. Mais sur d'autres projets, on n'est pas en train de faire Star Wars. Et donc, moi, il y a plein de gens avec qui j'ai tourné, comme Jean Dujardin, il va poster des photos souvent pendant le tournage. L'homme qui rétrécit, ça sort que... pas tout de suite, je crois que c'est à la fin de l'année que ça va sortir. Et ça fait depuis plusieurs mois qu'il montre déjà des photos, en fait. Donc, il donne l'eau à la bouche aux gens. Et ça, c'est hyper important, en fait, je trouve. Ça fait partie des façons de communiquer, en fait. Et il a tout compris, Jean. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, des fois, je suis devant des gens, ils ont peur, en fait. Ah non, il faut qu'on garde la surprise. Sur Bref, ça peut se comprendre, parce que c'est 12 ans après, donc effectivement. Et puis, tout ce qu'ils avaient imaginé dans le métro, avec juste le mot « re » avec un fond noir, c'était hyper intelligent. Donc, mais on voit qu'ils ont réfléchi, alors que les autres, en général, ils n'ont rien réfléchi du tout, en fait. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Et quand on sort une première image, ils ont sorti la première image du prochain Jurassic Park. C'est Jurassic Park. Là, tu viens de me parler du dernier film de Christopher Nolan. Et ils n'ont pas peur de sortir des images, en fait. Donc, des fois, moi, je leur dis, les gars, on va redescendre un peu sur Terre, peut-être. Et je pense que oui, on peut sortir des images pour intéresser les gens. Et en plus, moi, le stress que j'ai un petit peu, tout le monde est hyper euphorique, les gens vont encore au cinéma. Mais enfin, moi, la plupart du temps, quand je poste et quand on regarde un peu les chiffres, les jeunes ne vont pas tant au cinéma que ça, quoi. Le public très très jeune regarde beaucoup YouTube. Donc, si on se projette sur les 20 prochaines années, il faut qu'on fasse le taf maintenant et qu'on intéresse ces jeunes à aller au cinéma. Moi, j'adore poser des questions à des jeunes quand je les croise. Je leur dis, qu'est-ce que tu as été voir dernièrement au cinéma? Et la plupart du temps, ils me disent, mais je ne vais pas au cinéma. Je regarde YouTube. Donc,
On a encore du challenge, ne nous reposons pas trop sur nos acquis et essayons d'aller intéresser le plus jeune public à aller au cinéma parce que l'expérience de la salle et du cinéma, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, mon premier film au cinéma, j'avais 8 ans, c'était E.T. que mon père m'a emmené voir. Je m'en souviens encore, c'était génialissime. Et E.T., ça se voit en salle. Ça se voit pas sur un écran d'ordinateur ou de téléphone portable, encore moins. Donc c'est l'expérience du film. En x2, en vitesse x2, je veux dire. Donc c'est l'expérience qu'il faut faire, voilà. Parfait. Eh bien écoute Christophe, merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de t'être prêté au jeu. Je te souhaite une bonne continuation et puis je l'espère à très bientôt. Oui, merci à toi et bravo pour ton podcast, c'est vraiment génial ce que tu fais et puis bonne continuation à toi. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivez l'air chaud.